événement. Regardez, déjà installé, Valentin Rio, Parlem vient spécialement d'Australie, elle est spécialiste des troubles du langage. Elle va nous présenter une étude dans laquelle, là encore, les familles françaises sont les plus représentées. Je prie d'accueillir le professeur Angela Morgan. Merci, bonjour à tout le monde. Merci infiniment de m'avoir invité à prendre la parole durant cet événement. C'est vraiment un plaisir. Je vais, pour ma part, vous parler de développement du langage et de la parole chez les enfants souffrant du syndrome TDX3X. Nous avons travaillé sur les garçons, mais on en parlera plus tard. Aujourd'hui, moi, je vais essentiellement me concentrer sur les filles. Je voudrais remercier Lana et Lottie, deux étudiantes en doctorat dans mon équipe qui ont vraiment travaillé beaucoup. C'est elles qui ont fait une grosse partie du travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je suis spécialisée dans les troubles du langage. Et pourquoi est-ce qu'on m'a invitée à venir d'Australie? Parce qu'on a un laboratoire, chez nous, avec mon équipe. Et justement, on travaille sur les troubles du langage et de la parole et comment on peut aider les enfants, le développement de la parole et du langage chez les enfants souffrant de ce type de maladie. Donc, nous avons une équipe dans un hôpital pédiatrique. Nous avons également l'Université de Melbourne qui est sur le même campus. Donc, on fait à la fois de la recherche, de l'enseignement et de la pratique clinique. Et je suis d'ailleurs toujours impliquée dans un travail de clinicienne. Je voudrais faire un petit peu le point sur le fait que la parole et le langage sont souvent utilisés de manière interchangeable dans la société, sauf que pour moi, en tant que spécialiste de la parole, ce ne sont pas les mêmes mots. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que on pose un diagnostic spécifique pour un enfant pour essayer d'optimiser un traitement, une thérapie ciblée et le plus tôt possible pour aider le développement de l'enfant. Donc, il y a des traitements ciblés, on encourage, on stimule et il y a des thérapies assez courantes et d'autres qui sont beaucoup plus ciblées. Et quand on parle de la parole, de manière intuitive, on pense à la production de mots, de sons, l'articulation des sons, comment on utilise les lèvres, la langue, la bouche pour produire un son. Par contre, le langage, il s'agit là de contenu, de forme, la signification de ce que l'on dit. Et les enfants comprennent les mots, comprennent un vocabulaire, combien on essaie de comprendre comment ils utilisent la grammaire. Est-ce qu'ils utilisent la grammaire correctement? Est-ce qu'ils sont capables de former des phrases et des unités? Donc, c'est aussi une question de compréhension dont Valentin nous a parlé tout à l'heure. Donc, on parle d'expression et de compréhension de phrases. Et puis, il s'agit aussi des compétences sociales, la difficulté à trouver les mots et à exprimer certaines idées. Ça, c'est du langage. Et c'est de cela que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Alors, nous travaillons sur des maladies rares et c'est intéressant d'ailleurs d'avoir cette collaboration entre nous parce que nous devons essayer de travailler sur des familles du monde entier. Un peu comme Genida, notre étude est une plateforme en ligne pour essayer de rencontrer des familles affectées chez lesquelles il y a une difficulté d'apprentissage du langage. Et nous avons 38 femmes et la moitié des familles dans l'étude sont françaises. Donc vraiment, grâce à vous, il y a eu une grosse participation des Français. Et puis, on a aussi Jen Liza qui nous a aidés plus tard. Donc la plupart on a un âge moyen de durée dans l'étude de 8 ans. Pour ceux qui sont intéressés par les modifications génétiques, eh bien, vous voyez ici qu'on a justement des modifications génétiques qui sont réparties dans tout le groupe. Et pour ceux d'entre vous que ça intéresse, c'est-à-dire par exemple les mutations non-sens, faux sens dont on vous a parlé tout à l'heure, il y en a 13, 10 individus qui avaient des mutations faux sens avaient ici des domaines intéressés et les 3 domaines sont là, dans cette région-là. Alors ça, c'est une diapositive très, très dense et j'ai mis des couleurs pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Mais surtout, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est là-dessus, parce que je remercie vraiment les familles et elles travaillent souvent très, très dur. Regardez ici, là. Nous incluons des enfants qui commencent un petit peu à parler, mais qui ne sont pas totalement verbaux. Donc, il y a des questions concernant la
la présence de la parole ou l'absence de la parole. Et je voudrais remercier Jenida parce qu'ils nous ont vraiment aidés à être en contact avec ces familles françaises. Et je voudrais me concentrer sur la parole et le langage ici, sur lequel nous avons recueilli des informations. Mais on parlera un petit peu aussi de l'alimentation parce que, en fait, les orthophonistes travaillent aussi sur l'alimentation. Je vais passer au langage dans un instant, mais je voudrais insister pendant quelques instants sur l'importance des mouvements, des capacités à bouger, parce que les enfants DDX3X naissent avec une hypotonie, comme on l'appelle, c'est-à-dire un manque de tonus musculaire. Et cette hypotonie est malheureusement très importante. Elle peut persister dans le temps. Et cette manque de tonus musculaire représente une complexité pour l'apprentissage de certains mouvements, pour l'apprentissage de la marche. Et cela a également un impact sur la parole et sur la capacité à s'alimenter. Et je voudrais insister sur l'importance de l'ergothérapie, de tous les traitements qui permettent d'essayer à stabiliser le système et aider dans l'apprentissage de l'alimentation et de la parole. Avec une hypotonie, les enfants des DX3X peuvent avoir des difficultés à planifier des mouvements et à les exécuter. Ils savent qu'ils peuvent, par exemple, programmer de faire un cercle. Ils savent ce que c'est qu'un cercle, ils ont compris la tâche. Sauf que une fois qu'ils ont planifié le mouvement, ils ont du mal à l'exécuter. Et ça peut avoir un impact aussi sur la parole parce qu'il peut y avoir une apraxie. Alors, si vous voulez comprendre la maladie et comment elle affecte les enfants, les mouvements et les compétences motrices sont très, très importantes parce qu'elles ont un impact ensuite sur la parole et l'alimentation. Je vous ai dit que je parlerais un tout petit peu d'alimentation, justement, et du développement de l'alimentation. Et on sait que on peut avoir des difficultés très tôt et que cela aura un impact sur la capacité de l'enfant à se saisir du mamelon de sa maman ou de la tétine du biberon, à pouvoir sucer correctement. Ils vont se fatiguer très vite et il y a un risque de reflux également qui fait partie des difficultés précoces. Ensuite, en présence d'hypotonie, il peut y avoir donc un manque de tonicité des muscles de la bouche. Donc, l'enfant va avoir tendance à baver. Et enfin, il y a aussi la difficulté du reflux gastro-intestinal et de la constipation. Tout cela mis bout à bout au fil du temps peut entraîner un dégoût de l'enfant vis-à-vis de l'alimentation, un retard du développement du tonus musculaire. Un enfant sur 5 va continuer à avoir une forme de difficulté à s'alimenter jusqu'à l'âge de 8 ans et même au-delà. Et ça, c'est un domaine dans lequel on pourrait énormément travailler pour soutenir les familles. Donc, le développement de la parole, Valentin nous a montré une étude de Jenida. On a plus d'informations, mais ici, on a une cohorte de 38 filles avec une proportion importante de filles qui ont développé leur premier mot parlé au-delà de l'âge normal. Et il y a toujours quand même des enfants qui n'ont pas développé de mots parlés jusqu'à l'âge de 24 ans, malheureusement. Et ça ne surprendra personne parce que même si on comprend que 3 ou 4 enfants que nous avons étudiés, parce que ça n'est pas une étude longitudinale, c'est une étude croisée, et nous avons donc observé que 25 des 38 enfants étaient à peine verbales. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a d'autres termes utilisés dans la littérature qui disent non-verbal ou absence de parole. Moi, je préfère minimum verbal, c'est-à-dire des enfants qui ont moins de 40 mots parlés dans leur répertoire. Et nous utilisons un outil qui s'appelle le matrice de communication pour mesurer ce que les enfants sont capables de faire. Et ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et ils communiquent très bien avec d'autres formes de communication. Mais on peut dire que cet outil étudie la capacité des enfants à exprimer leur refus, à transmettre une demande et à échanger des informations. Ce sont autant de choses que nous devons tout faire pour communiquer dans la vie. Il y a 7 étapes ici. On part des premières étapes de développement où on utilise une communication symbolique ou pré-symbolique.
Donc là, il y en a qui ont la chance de pouvoir communiquer. On voit que 100% des enfants qui sont verbalisés de manière minimale sont à cette étape pré-symbolique. D'autres ont atteint une étape de langage plus abstrait et un quart des enfants sont arrivés au niveau 7 où ils peuvent combiner des signes et des mots. Alors, il y a bien sûr la communication améliorée et alternative, ou CAA. Je déteste cette expression, mais c'est ce qu'on trouve dans la littérature afin qu'ils sachent de quoi nous parlons. On peut avoir des formes de communication non aidées, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de système extérieur, on utilise nos gestes ou notre langage formel, ou à une communication aidée où on utilise un système extérieur. Ça peut être un système non électronique comme un tableau ou quelque chose de plus électronique ou plus haute technologie, par exemple les systèmes de génération de langage ou autre. Et c'est un domaine dans lequel je pense que l'on peut faire davantage et cela le plus tôt possible. Alors, dans la profession médicale, nous avons des professionnels et certains pensent que les aides entravent le développement. Or, il n'en est rien. C'est vraiment quelque chose qui aide ce développement. Si vous avez un enfant qui ne produit qu'un ou deux mots, comment allez-vous pouvoir développer sa grammaire ou la pratique? Donc, quand les enfants ont des capacités de compréhension plus importantes, à ce moment-là, on peut les aider pour qu'ils produisent un langage plus sophistiqué. Ici, souvenez-vous encore une fois que c'est un instantané, mais on peut regarder des enfants d'âge différents et regarder les étapes de communication où ils en sont, ce qu'ils utilisent quand ils sont verbalisés de manière minimale. Ils peuvent utiliser des signes. On utilise beaucoup de gestes d'ailleurs dans les premières années. Ensuite, jusqu'aux années de scolarisation ou jusqu'à l'âge de 8-10 ans, ils vont utiliser moins de signes et plus d'aide jusqu'à ce que les signes disparaissent plus ou moins. Car ils acquièrent une sophistication et ensuite le fait de faire des signes peut isoler les enfants, alors qu'un système de communication peut être partagé avec les autres dans leur environnement. Et cela, c'est quelque chose que je voulais dire. C'est ce qui nous a frappé le plus, c'est le nombre d'enfants qui n'ont pas de dispositif. Ici, vous avez des enfants qui sont peu verbalisés et ils n'ont pas de forme de soutien de communication améliorée, alternative de CAA. Or, il est important, me semble-t-il, qu'ils en aient pour les aider à développer leur capacité de communication. Le reste du groupe était verbalisé, 7 d'entre eux étaient anglophones et pour eux, on a pu vraiment faire une évaluation approfondie pour voir exactement le type de langage qu'ils avaient. Et 6 des 7 enfants avaient une apraxie du langage. Il est donc important de replanifier, reprogrammer les mouvements et ça, c'est un vrai challenge. L'apraxie, c'est un problème de langage, c'est-à-dire que l'enfant connaît le mot, mais il a du mal à séquencer rapidement et précisément les sons pour prononcer le mot. Par exemple, vous avez vu certains signes, le babillage limité, l'apparition tardive des premiers mots.
des problèmes de voyelles ainsi que de consonnes. Tout cela, c'est typique d'un problème de langage. Un langage incohérent, alors il y a deux formes. Par exemple, l'enfant va utiliser un mot une ou deux fois, puis vous ne l'entendez plus pendant un certain temps, puis ça revient. Ensuite, il est appris et automatisé et utilisé. Et l'autre forme, l'enfant a un mot. Ça peut être un mot complexe comme hélicoptère, qui est un mot difficile, ou un mot plus simple. Et à chaque fois que c'est produit, il doit refaire un plan de production. Pour hélicoptère, s'il y a 4 syllabes, ça va être hélicoptère, hélicoptère. Il va avoir des configurations inhabituelles qui font partie de la praxis, ce qui est très frustrant pour les enfants qui savent qu'ils connaissent le mot et qui ont du mal à le prononcer. Autre problème dont on a parlé, c'est les problèmes de faiblesse ou de tonus musculaire. Et cela, c'est important pour le langage aussi. Par exemple, quand vous pensez à l'articulation ou à la prosodie, c'est-à-dire la configuration lexicale et le stress dans notre voix, le timing, la résonance. Ils peuvent avoir une résonance altérée en français, en anglais. Dans chaque langue, on a des sons oraux et des sons nasaux, et ça peut être perturbé. Et la respiration, bien sûr. On considère comme normal de pouvoir parler sur une respiration, mais certains enfants ont déjà du mal à respirer, donc ils ont du mal à sortir des mots sur une respiration, et la phonation aussi. On a aussi une faiblesse des cordes vocales. Donc, certains des enfants qui ont de l'apraxie ont aussi des problèmes d'hypotonie musculaire. Ici, vous avez une petite fille australienne, anglophone, et vous allez entendre son apraxie. Ah, ça marchait tout à l'heure, ça ne marche plus. Voilà, le temps de résoudre le problème, vous pourrez poser vos questions au professeur Angela Morgan à l'issue de sa présentation. Il y a déjà des questions en ligne. Ça y est, on est prêt? Allons-y. So you'll hear young Julia. We've just made up a name for Julia. Thank you, Hélène. She starts off saying the word hippopotamus. Donc, Julia commence par dire le mot hippopotame en anglais, hippopotamus. No, never work with animals, children, or show videos. That's in showbiz, don't they say Ça that? ne marche jamais quand on veut montrer des vidéos. C'est toujours un problème. Ah, Excellent. One of these things that you learned a bit. The long word for hippopotamus. The hippopotamus. So we're missing out some sounds. donc They're elle not dit entirely clear, but my goodness. hippopome, il lui manque un mot. C'est pas très clair, mais vous The l'avez next peut-être thing she entendu. says is one other short word. Ensuite, elle dit un petit mot. One of these things that you learned a bit. No, yeah. Oh, sorry, everyone. Jamas, so for pajamas, she said Elle jamas. dit So missing out jamas, sounds that we jama hear. pour The pyjama. next word that she's going to say is a very Et nice le mot suivant illustration of the word finding difficulties that we sometimes est une see. illustration du mal à She trouver les sees a mots. picture of a triangle. Elle You hear voit how la she photo d'un introduces that word, triangle and she's et given vous allez some voir comment elle here, dit and ce I think mot. there was saying Julia at the time. Et Olivia et mon équipe essayent de l'encourager. Vous allez entendre Olivia qui l'aide avec le premier son et vous allez voir que ça reste quand même très difficile pour cette petite jeune fille. Et c'est le problème avec l'apraxie. Ce sont des régions similaires qui sont touchées avec la dysarthrie.
Qu'est-ce que tu vois? Un carré. Elle a dit un quart, elle voulait dire un carré, mais c'était pas le bon mot. Maintenant, il faut qu'elle trouve le bon mot, donc elle réfléchit. I heard you say the first sound. Ah, je t'ai entendu dire la première lettre. E. There is nine. Elle essaye de prononcer. Angle. Yes. Got Angle. Donc, elle dit au début tri et puis angle en 2 fois. En fait, vous voyez le temps qu'il lui faut pour communiquer, et c'est vraiment une illustration. La petite jeune fille suivante, Sam, a aussi des problèmes d'apraxie, mais elle a aussi la dysarthrie. Donc, vous allez entendre que sa voix est granulaire, c'est pas très clair, mais en revanche, les sons, les sonorités sont un peu plus précises. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'elle disait. Donc, elle dit papa va dormir toute la journée. Ensuite, elle dit papa s'est fait couper les cheveux. Donc, il est difficile de comprendre, mais on entend les tremblements dans sa voix. Et ça, c'est la dysarthrie pour la petite Sam. Ah, vous ne l'avez pas vue, je crois que vous ne l'avez pas vue. That's fine. You have time. Bon, bah, désolé. the long way of hippopotamus. Excellent. One of these things that you might have been. Diamonds. Yeah. Voilà. La petite Sam. Papa, il dort toute la journée et puis il a été se faire couper les cheveux. Donc, en fait, elle jouait avec la table. Hein. Les mouvements qu'elle avait, ça ne fait pas partie de son handicap. C'était un peu d'activité, disons. Donc, à part la production du langage, de la verbalisation, on revient aux capacités de langage et d'adaptation. Donc, on a des informations importantes. Il s'agit des capacités de communication par rapport à la vie quotidienne et aux compétences de socialisation et aux capacités motrices. On a regardé aussi, quand on a étudié la communication, c'est le langage réceptif. C'est, comme je voulais, par rapport au langage expressif. Alors, sans le DDX3X et dans la population générale, vous seriez ici en haut, mais là, vous avez les diminutions. Alors, on a creusé en matière de langue, on a regardé la grammaire, comment ils arrivent à combiner les mots,
et à bien utiliser la grammaire. On a aussi regardé la sémantique avec le vocabulaire, la cohérence. Est-ce qu'il vous parle de sujets qui sont hors sujet ou est-ce qu'ils sont bien dans la conversation? L'imitation, alors quand, par exemple, le fait de dire « Hey, bonjour, à tout à l'heure, au revoir », ce sont des mots qui sont répétés. Et une manière de l'apprendre, c'est que vous le produisez tellement souvent qu'ils sont devenus automatisés. Donc, l'élément d'apraxie dans cet état a diminué grâce à cette répétition. Et aussi, c'est important du point de vue autisme, où on voit beaucoup de stéréotypes qui ressortent. Alors, il y a aussi les capacités non verbales, sociales et le stress. Alors, le message. Alors, en ce qui concerne la verbalisation, il y a un peu de problème avec les phénotypes humains. Par exemple, si vous regardez ce qui est utilisé sur les enregistrements, on regarde comment on peut améliorer les capacités pour un enfant. D'autres changements qu'on voit souvent, c'est un retard de langage, mais qui ne vous dit pas vraiment quelle est la spécificité. Donc, on essaye d'améliorer ses connaissances, mais on voit quand même que beaucoup d'enfants ont un minimum de verbalisation, mais sont plus réceptifs qu'expressifs, donc ils comprennent et ils ont une motivation sociale, ce qui est un point fort. Et donc, il faut se rendre compte que beaucoup des dispositifs mis au point vont nous aider à développer le langage expressif de l'enfant. Et cela, bien sûr, ça va dépendre aussi de son langage réceptif. Alors, bien sûr, la rapidité des niveaux élevés de troubles dans la parole motrice dépendent de 7 niveaux et il est important de travailler avec des traitements moteurs ciblés pour pouvoir améliorer les choses et nous serons ravis de parler de ces traitements si cela vous intéresse, car il est important d'encourager et d'améliorer le développement du langage. Alors, je voudrais remercier mes collaborateurs. Alors, c'est un groupe qui a continué à travailler pendant la COVID. Je travaille aussi avec des étudiants de doctorat et je voudrais remercier tous les groupes qui nous soutiennent et les familles aussi qui ont participé. Comme cela a été très bien dit ce matin, nous ne pourrions rien faire sans votre soutien. Merci. Thank you, Angela Morgan. Merci, Angela Morgan. On a une question en ligne en espagnol. Fort heureusement, Justine comprend l'espagnol, le français et l'anglais. Donc, elle va nous la lire et nous la formuler en anglais, sauf si vous avez vos écouteurs. C'est comme vous voulez. Mais Justine est prête. On assimile la question. Y a-t-il une question dans la salle? À vous, j'arrive. Thank you very much for your speech. You mentioned an online platform that we could contribute to. Donc, vous avez parlé d'une plateforme en ligne à laquelle on pourrait contribuer, notamment Genida.
Oui, effectivement, il y a Genida qui fonctionne très bien et nous, on avait notre plateforme. Et est-ce qu'elle est accessible pour les enfants français? Oui, on en reparlera tout à l'heure. Mais je crois qu'il y avait 16 ou 17 individus français sur notre plateforme. Il y avait aussi des familles hispanophones, des familles néerlandaises. Donc, on a traduit les questions dans différentes langues et si ça vous intéresse, je peux vous la donner. On a fait un article qui vient d'être révisé, c'est assez positif, mais il y a une deuxième révision en cours. Donc, on continue à collecter des données et ce sera fantastique si d'autres